Winter is around the corner. Time is getting short, so we better go hunt for a spot where we can find some more. So far, Tony's mined just over 2,000 ounces of gold. Tony Beats, de l'émission Gold Rush, était l'un des personnages les plus calmes et attachants de la série. Pourtant, derrière cette apparence sereine se cachait un homme intelligent, qui savait faire fructifier son argent. Dans cette vidéo, découvrez des révélations croustillantes sur les aventures, la fortune et le train de vie luxueux de Tony Beats. Comment la fortune de Tony Beats a-t-elle explosé en si peu de temps? Vous le découvrirez bientôt. Tony Beats, le riche. En fait, je cherchais une plante. Je me suis dit que j'allais tenter ma chance, voir si vous aviez quelque chose qui traînait. Eh bien, on en a quelques-uns. Quand Gold Rush a commencé à être diffusé en 2011, personne n'attendait grand-chose de la série. L'émission était perçue comme une émission parmi tant d'autres. Pourtant, elle s'est révélée être un tournant décisif dans la vie de Tony Beats. Elle explore l'exploitation minière aurifère au Klondike et au-delà. Ils ont mis en lumière le travail périlleux et spectaculaire accompli lors de leur quête d'or. Au fil des ans, l'émission a conquis un large public. Grâce aux personnalités variées de ses membres, dont Tony Beats, il était difficile de résister à l'envie de la regarder. La présence de Tony dans la série a permis d'accroître l'audience et ses revenus. Il est presque impossible de parler de la ruée vers l'or sans évoquer Tony Beats. Il était bien plus qu'un simple mineur dans la série. Il était le mineur canadien d'origine néerlandaise de l'émission Gold Rush diffusée sur Discovery Channel. Pendant son travail à l'émission, Tony a continué à accroître sa fortune. Selon Celebrity Net Worth, la fortune de Tony Beats est estimée à 15 millions de dollars. Cela a surpris beaucoup de monde. Tony avait une personnalité hors du commun et il étalait rarement sa richesse. Il a fait preuve d'un leadership remarquable durant son passage dans l'émission. Cela fit de lui l'une des vedettes de la série dès ses débuts lors de la deuxième saison, ce qui lui ouvrit de nombreuses portes. Peu à peu, Tony se fit connaître pour la gestion de certaines exploitations minières de la région. À son arrivée au Klondike, où il supervisait la plupart de ses opérations, il était devenu très riche. Là-bas, il possédait d'importantes concessions minières comme Paradise Hill et Scrivener Creek. La situation s'était améliorée pour Tony, et l'avenir lui souriait. Cependant, cela ne l'arrêta pas et il continua d'accumuler des richesses. Il a continué à développer ses activités minières, qui étaient devenues de plus en plus importantes pour son entreprise. Elles ont contribué à sa fortune et à sa réussite. Selon les rapports, l'expérience de Tony Beats dans le secteur minier, combinée à sa gestion de ses concessions, a fait de lui une figure incontournable de l'industrie minière régionale. Comment a-t-il pu amasser une telle fortune en si peu de temps? Découvrons-le. Tony Beats n'était pas le seul mineur de l'émission, mais il avait une approche bien à lui. D'après les informations disponibles, Tony tirait ses revenus de son entreprise minière et de ses apparitions dans Gold Rush. Bien que son cachet exact par épisode n'ait pas été confirmé, les estimations suggèrent qu'il gagnait environ 25 000 $ par épisode. Avec plus de 160 épisodes, Tony a certainement amassé des millions. Sa participation à la série dérivée lui a également permis d'accroître ses revenus. Il a joué dans Gold Rush, South America, Gold Rush, Pay Dirt at Gold Rush Whitewater. Tous ces succès ont contribué à augmenter sa fortune et sa popularité. Tony possède également des entreprises dans différents pays. Il ne se limitait pas à une seule région. Cependant, il avait une base au Yukon où il exploitait la mine Tamarack. Durant son séjour là-bas, l'exploitation nécessitait des investissements considérables. Il dut investir massivement dans l'équipement, la main-d'œuvre et les infrastructures nécessaires à l'extraction de l'or. Progressivement, Tony parvint à gérer avec succès toutes ses opérations, ce qui lui permit d'étendre ses activités minières. À la 5e saison, Tony Beats avait réalisé un investissement considérable. Là, il acheta la drague Viking pour 1 million de dollars. Cette drague, située à Clear Creek, était destinée à traiter l'or sur un nouveau site, et cet investissement lui fut très profitable. Par ailleurs, Tony était toujours prêt à investir dans du matériel de pointe, ce qui, de l'avis de beaucoup, contribua largement à sa réussite financière. En investissant davantage dans cet équipement, il acquit un avantage concurrentiel dans l'industrie minière. De plus, au-delà de ses activités minières au Klondike, il investit dans des machines capables de soutenir son entreprise. Pendant longtemps, on a cru que l'extraction de l'or se résumait à creuser pour en trouver et à s'enrichir. En réalité, c'était bien plus complexe. L'activité comportait de nombreux risques. Par exemple, il était difficile de survivre sans capital initial suffisant, sans planification logistique efficace et sans réinvestissement continu.
Ce n'était donc pas une question de chance. L'activité impliquait des coûts importants, et Tony Beats les connaissait tous. Il devait gérer de nombreux dossiers, entretenir un parc de véhicules et superviser toute une équipe. Autant d'éléments qui représentaient un investissement considérable. Cependant, tout cela a également causé des nuits blanches à Tony Beats. Il n'avait d'autre choix que de rester éveillé et d'élaborer un plan pour accroître sa richesse. Selon les analystes économiques, le coût des machines lourdes utilisées se chiffre en millions de dollars. 16 bulldozers, excavatrices, stations de lavage et drague valaient des millions de naira. Pire encore. Le coût du carburant diesel, les salaires du personnel d'entretien et même une seule saison d'exploitation minière suffisaient à engloutir des centaines de milliers de dollars. Tony Beats répétait souvent que pour gagner de l'argent dans l'or, il fallait d'abord être prêt à le dépenser. C'était le but de sa vie, et cette philosophie lui a été d'un grand secours. Elle l'a poussé à acquérir du matériel de grande envergure et même d'anciennes dragues qu'il remettait en état et en service. Peu de mineurs modernes osaient faire de même, mais Tony était déterminé et il a persévéré. Tony avait pris de nombreux risques dans son entreprise et il en prit un encore plus grand lorsqu'il entreprit de restaurer et d'exploiter une drague à or vieille de 75 ans. Ce projet exigeait un investissement financier et technique considérable. Malgré les nombreuses tentatives de le décourager, Tony persévéra dans son rêve. Cet investissement s'est avéré fructueux, lui permettant de traiter davantage de minerais et d'espérer potentiellement récupérer plus d'or chaque saison que les méthodes traditionnelles. Après que la fortune de Tony a été révélée au public, il a été sollicité pour de nombreuses interviews. Ces interviews ont révélé que Tony Beats n'avait pas acquis sa fortune facilement. Il a réinvesti dans ses activités et sa famille, ce qui lui a permis de bâtir un héritage qui perdurerait de génération en génération. Tony a veillé à ce que ses enfants, Monica, Kevin et Mike, participant tous à l'entreprise familiale. Ils ont tous appris les ficelles du métier et l'ont aidé à gérer les opérations quotidiennes. Grâce à l'implication de sa famille, l'entreprise, initialement individuelle, est devenue une société pérenne. Par ailleurs, Tony Beats cherchait constamment à optimiser et à développer ses activités. Il n'était pas du genre à se reposer sur ses lauriers. Il en voulait plus et il l'a obtenu. Il a acheté de nouveaux terrains, modernisé son matériel et expérimenté des opérations de dragage à grande échelle. Tony s'est également assuré de repousser les limites du possible dans le secteur minier saisonnier. Son approche novatrice, alliée à sa ténacité à toute épreuve, lui a permis de garder une longueur d'avance sur ses concurrents. Tandis que Tony Beats connaissait un succès fulgurant et faisait la une des journaux, sa relation avec son fils se détériorait. Bien que peu s'en aperçoivent, le mineur était confronté à de nombreuses difficultés. Les difficultés étaient telles qu'elles ont mis la famille à rude épreuve, notamment entre Kevin et Tony. Leurs opinions divergeaient constamment et les disputes étaient fréquentes, jusqu'à ce que Kevin prenne ses distances. Selon des sources proches du couple, Kevin critiquait les décisions de Tony, ce qui l'a amené à mépriser son père. Bien évidemment, cela n'a pas plu à Tony. Pendant un temps, il a donné à Kevin l'occasion de faire ses preuves. Et il l'a fait avec brio. Ils ont négocié un accord équitable, selon lequel Tony devait recevoir 10% des royalties générées par son fils aîné. Malgré cela, Tony lui a prêté du matériel pour l'aider à se débrouiller seul. Il voulait que son fils apprenne le métier et se construise sa carrière par lui-même. Pendant que Kevin s'occupait de ses affaires, Tony se concentrait sur ses autres opérations. Son opération principale à Indian River a démarré sur les chapeaux de roue, lui rapportant 750 $0 dès sa première récolte. Un record pour la plus grande quantité d'or récoltée lors de la première semaine d'une saison. À l'aube de la saison 15, Tony a accordé une interview. Il a alors révélé que son fils avait décidé de quitter le nid familial et de tracer son propre chemin dans la vie. Tony a également brièvement évoqué la série, expliquant qu'elle reflétait bien les hauts et les bas de la vie d'un mineur. Ce fut un parcours extraordinaire. Nous avons commencé avec un prix de l'or de 300 ou 400 $ l'once. Aujourd'hui, nous sommes à près de 200-700 $ américains. Son prix n'a cessé d'augmenter. Ce fut une belle réussite. Avant cette saison, Tony a dû relever de nombreux défis, ce qui a rendu la saison difficile pour lui. On pensait qu'il n'aurait pas pu aller jusqu'à la saison 15, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. On a eu une petite pause avant la saison dernière, on a pu souffler un peu. En début de saison, nous avons procédé à des ajustements et réorganisé certaines choses. Nous nous sommes installés à Indian River. Nous n'étions pas vraiment pressés, à proprement parler. À l'époque, certains trouvaient ça drôle, mais on a pris notre temps pour bien mettre les choses en place.
Ensuite, on a démarré et on a quand même produit quelques milliers d'onces, sans problème. Cette année, on avait tout en place et on s'est lancé. La décision de Kevin de partir et de prendre son indépendance n'a pas autant affecté Tony que tout le monde le pensait. Au contraire, il était heureux de voir son fils s'épanouir. Dans l'interview, il a confié « J'ai trouvé ça génial ». Il arrive un moment où vos enfants ne sont plus des enfants. Ce sont des adultes. Ils doivent prendre leurs propres décisions. Ils doivent voler de leurs propres ailes et tracer leur propre chemin. J'étais très heureux pour lui. Il a probablement longuement hésité avant de se décider à se lancer dans les mines. Nous pensions pouvoir vraiment l'aider à se lancer. J'étais impressionné et heureux de le voir démarrer tout seul. Il a ajouté « Il faut le stimuler un peu ». Je sais que même aujourd'hui, pour se lancer dans l'affaire, il faut un petit coup de pouce. Il faut toujours un petit coup de pouce, que ce soit du matériel ou de l'argent. Ce coup de pouce a permis de démarrer du bon pied, et ça fait toute la différence. Nous étions ravis d'avoir pu le faire. Je suis si heureuse qu'il ait décidé de devenir chercheur d'or, car c'est ainsi que nous pouvons vraiment l'aider. Tandis que Kevin choisissait sa propre voie, les autres enfants sont restés auprès de leur père et l'ont épaulé. Tony l'a confirmé, et je pense que Kevin apprécie beaucoup mieux ce que nous faisons. Maintenant, il doit s'occuper des factures. Mike gère Paradise Hill. Il est le patron là-bas, et il fait un excellent travail. Monica continue de nettoyer l'or pour nous deux. Elle a l'air d'y prendre plaisir. Tout cela s'explique plutôt bien. Au fil des ans, Tony s'est révélé être un mari et un père aimant. Il a toujours veillé à ce que sa famille sache qu'il pouvait compter sur elle. Interrogé sur sa femme et sur la façon dont il parvenait à préserver leur mariage, malgré la nature de son travail, la réponse de Tony Beats lui a valu encore plus de respect. Il a dit « C'est assez simple. Il suffit de dire « Oui, chérie, hey ». Je crois qu'on s'entend plutôt bien. On fait quasiment tout ensemble. Comme je disais, elle gère l'argent et moi le bac à sable. Cela semble très bien fonctionner. Nous ne nous occupons pas du travail des uns et des autres au sein de l'entreprise. Nous savons qu'en cas de désaccord, nous aurions toujours recours à cette méthode. Alors inutile d'en commencer une. Nous sommes ensemble depuis 46 ans et mariés depuis 44 ans. Je la connais depuis 60 ans. Elle était ma voisine. Il a conclu en disant « Minnie aime aller au Mexique en hiver. Nous aimons y aller ensemble. » Avec l'âge, c'est agréable d'avoir 3 ou 4 mois de vacances pour aller où on veut et faire ce qu'on veut. Je crois que Minnie préfère aller au Mexique. Alors, femme heureuse, vie heureuse. La vie était belle et parfaite pour Tony Beats jusqu'à ce qu'il commence à avoir des démêlés avec la justice et d'autres membres de l'équipe. Cela a failli l'affecter, mais Tony est resté imperturbable. Revenons sur certains de ces scandales. Vous appréciez toujours cette vidéo? N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous le faire savoir. Les scandals, la vie de Tony Beats se déroulait sans encombre jusqu'à ce que des événements inattendus surviennent. Alors qu'il continuait de connaître une ascension fulgurante, la vie lui réservait d'autres surprises. En avril 2025, une rumeur a circulé selon laquelle Mike et Tony Beats auraient été condamnés à la prison à vie. Quoi? Vous aussi. Vous êtes choqué par cette nouvelle? Vous n'êtes pas le / la seule ou seul. De nombreux fans de Tony ont été stupéfaits. Voyons si cette rumeur est fondée. Après son apparition, les lecteurs de Snopes ont cherché des informations à ce sujet. Et elle a rapidement gagné en popularité sur des plateformes comme YouTube et TikTok. Par exemple, le 2 avril 2025, une vidéo YouTube concernant Tony Beats a été publiée. Son titre annonçait « Tony Beats et Mike Beats de Gold Rush, condamnés à la prison à vie ». La vidéo a rapidement suscité un vif intérêt et a cumulé 210 0 vues en un temps record. Suite à la publication de cette vidéo, beaucoup ont cru que Tony était bel et bien en prison. La situation de Tony s'est aggravée lorsqu'une autre rumeur a commencé à circuler au sujet de sa famille. On disait que la famille avait des démêlés avec la justice, mais en réalité, rien de tout cela ne s'est produit. Si certains internautes ont cru ces rumeurs sans les vérifier, d'autres ont demandé des sources ou ont tenté de les réfuter. Après une enquête approfondie, il s'est avéré que ces informations étaient un pur mensonge. Tony et Mike n'ont eu aucun démêlé avec la justice et n'ont pas été condamnés à la prison à vie. Les vidéos diffusées ne reflétaient pas la réalité. Ces vidéos ne faisaient que diffuser de fausses histoires pour attirer l'attention, générer des clics et encourager l'engagement sur les réseaux sociaux par le biais de partages et de mentions « j'aime ». Elles ciblaient Tony Beats car il était devenu une personnalité connue à l'époque. Les internautes visionnaient facilement les vidéos dès que son nom était mentionné. Sa célébrité a failli le perdre.
Cependant, nombre de ses fans se sont mobilisés pour le défendre et ont veillé à diffuser l'information selon laquelle Tony Beats n'avait fait l'objet d'aucune arrestation, condamnation ou autre problème juridique. Différents analystes ont indiqué que cette rumeur s'inscrivait dans une tendance croissante de canulars sensationnalistes visant des personnalités de la télé-réalité. Pour ne rien arranger, nombre de ces vidéos étaient imparfaites et peu détaillées. Le 10 avril 2025, l'une d'elles fut diffusée. Dans cette vidéo, le narrateur annonçait avec emphase que le verdict rendu la veille dans une salle d'audience bondée du Yukon marquait le dénouement, stupéfiant de ce que beaucoup considèrent comme la plus importante affaire criminelle jamais issue du monde de la télé-réalité minière. La même vidéo affirmait que l'ampleur et le caractère systématique des crimes, conjugués à l'absence totale de remords de Beats, n'avaient laissé d'autre choix au tribunal que de prononcer la peine maximale prévue par la loi. Le narrateur prétendait que Tony Beats faisait l'objet d'enquêtes et que ces enquêtes avaient révélé que son exploitation minière était un empire criminel bâti sur la tromperie et la destruction. Cependant, les charges retenues contre Tony n'étaient pas précisées, ce qui soulevait des doutes quant à l'authenticité de la vidéo. La vidéo faisait uniquement allusion à des allégations de fraude fiscale et d'exploitation minière illégale, sans toutefois révéler de détails précis sur les infractions. Par la suite, un avertissement a été ajouté à la description de la vidéo, précisant que son contenu n'était pas nécessairement exact. Les opinions et informations partagées dans les vidéos de Neira proviennent de l'actualité, de reportages et de ses réflexions personnelles. Elles sont fournies à des fins éducatives et informatives uniquement et peuvent ne pas toujours refléter les derniers développements ni offrir une perspective complète sur les sujets abordés. Une autre vidéo, publiée le 17 avril, affirmait que Beats avait été de nouveau condamné à la prison à vie. Toutes ces rumeurs et spéculations ont beaucoup affecté Tony Beats, qui a dû se déconnecter d'Internet pendant un certain temps. Mais cela n'a pas dissuadé ses détracteurs. Dans une autre vidéo, le narrateur a fait des déclarations vagues concernant une âpre bataille juridique. Il a suggéré, sans preuve, que les détails de l'affaire avaient été soigneusement dissimulés. Plus tard, le narrateur a posé une série de questions orientées, destinées à entretenir le mystère autour de ces accusations mensongères. Il a demandé « Qu'avaient fait Tony et Mike pour se retrouver dans une telle situation? Étaient-ils impliqués dans des activités illégales? Ou bien un enchaînement d'événements plus complexes avait-il conduit à leur chute? » À mesure que la nouvelle de leur condamnation à perpétuité se répandait, les téléspectateurs et les fans de la série Gold Rush se retrouvaient avec plus de questions que de réponses. La description de cette vidéo contenait un avertissement précisant que son contenu était uniquement destiné au divertissement et ne constituait en aucun cas un conseil financier, juridique, comptable, fiscal, d'investissement ou tout autre type de conseil. Ces informations sont fournies à titre indicatif et de divertissement uniquement. Nous vous recommandons vivement de consulter un professionnel pour obtenir des informations spécifiques. Nous déclinons toute responsabilité, de quelque nature que ce soit, concernant les informations présentées dans cette vidéo ou toute autre vidéo de cette chaîne. La description comportait également une mention indiquant que le son et les images avaient été considérablement modifiés ou générés numériquement, suggérant que le créateur de la vidéo avait eu recours, au moins en partie, à un logiciel d'intelligence artificielle ou à d'autres outils de montage numérique. Cependant, peu de spectateurs ont pris le temps de consulter la description, ce qui a entraîné de nombreuses inexactitudes concernant Tony Beats. Lorsque la situation s'est envenimée, le guide des prisons américaines a pris la défense de Tony Beats, affirmant qu'aucune preuve ne venait étayer les allégations concernant son incarcération présumée. Contre toute attente, ces rumeurs ont incité certains à fouiller dans le passé de Tony Beats, et un scandale a éclaté. En août 2017, Tony Beats a été reconnu coupable d'avoir autorisé ses employés à déverser de l'essence dans un bassin de dragage. Selon la société Radio-Canada, Tony a autorisé ses employés à mettre le feu à du gaz lors d'une opération minière sur la rivière Indian, près de Dawson City, au Yukon. Toute la scène a été filmée et Tony a eu de sérieux ennuis. Accusé de mise en danger de la population, il a écopé, ainsi que son entreprise, Tamarack Incorporated, d'une amende totale de 31,0 $. Tony Beats était finalement innocent. L'affaire a été classée et il a pu reprendre son émission. Les vidéos ont été démenties et la rumeur s'est considérablement apaisée. Alors que Tony se remettait sur pied, un autre contretemps survint.
Au début de la nouvelle saison de Golf Rush, Tony Beats fut contraint de fermer plusieurs usines avant même de pouvoir commencer à creuser. Dans un extrait de la saison, Tony explique la situation à sa famille. Il expliqua que les permis d'utilisation de l'eau n'avaient pas été délivrés et qu'ils allaient devoir fermer plusieurs usines. Tony n'était pas le seul dans cette situation. Un autre membre de l'équipe était confronté au même problème. Parker Schnabel rencontrait un problème similaire avec ses permis d'utilisation de l'eau. À l'époque, en Alaska, sans permis valide pour puiser de l'eau et faire fonctionner les machines, l'usine ne pouvait pas démarrer. Ce fut une saison difficile pour tous, surtout pour les enfants de Tony. Monica, Kevin, Mike et les membres de son équipe n'étaient pas ravis de la nouvelle. Cependant, Tony leur fit clairement comprendre qu'il s'en fichait. Il leur annonça qu'ils devraient payer une amende de 20 $ par jour s'ils n'obéissaient pas à ses ordres. Ils devaient se montrer fermes pour qu'ils puissent survivre à cette saison. Au fond, Tony était rongé par la frustration de ne pas pouvoir utiliser les machines pour lesquelles il avait dépensé des millions de dollars. Devant la caméra, Beats a exprimé son désarroi et a déclaré « C'est vraiment la poisse pour moi ». Il ajouta qu'il devait trouver une solution. Sinon, sa famille rencontrerait de graves difficultés. Il était moins bien loti que Parker Schnabel. Contrairement à Tony, Parker avait obtenu un permis d'1 an, ce qui lui permettait d'exploiter la mine autant qu'il le souhaitait. Malgré tous ces obstacles, Tony Beats a persévéré et a su bâtir sa fortune. L'émission Gold Rush était bien plus qu'une simple télé-réalité. Elle a permis à ses participants de gagner leur vie. Pour Tony Beats, participer à Gold Rush a été l'une des meilleures décisions de sa vie. Découvrons cette émission de télé-réalité. Gold Rush est une émission de télé-réalité américaine. L'émission a été diffusée sur Discovery Channel et ses chaînes affiliées à travers le monde. La série suit les efforts d'extraction d'or de différentes entreprises minières familiales, initialement tournées en Alaska. Elle s'est ensuite déplacée vers d'autres régions, notamment le Klondike, près de Dawson City, au Yukon, au Canada. Les différentes saisons ont mis en lumière les efforts des mineurs en Guyane, en Oregon et au Colorado. En 2024, l'émission comptait 15 saisons. Lors de son lancement, personne ne s'attendait à un tel succès. La première saison s'intitulait Gold Rush Alaska. Seuls 6 hommes y ont été mis en avant. Ils étaient tous originaires de Sandy, dans l'Oregon, une petite ville située à 48 km au sud-est de Portland. La situation est devenue particulièrement intéressante lorsqu'on a découvert que ces hommes étaient sans emploi. Suite à la crise économique, ils avaient tous perdu leur travail et décidé de tout faire pour subvenir aux besoins de leur famille. Cela les a poussés à prendre un risque considérable. Ils prirent une décision audacieuse. Partir à Porcupine, en Alaska, pour prospecter de l'or. La plupart n'avaient aucune ou presque aucune expérience dans ce domaine. Ce fut donc difficile au début, et ils durent apprendre sur le tas, au gré des difficultés et des erreurs. La saison était assez hilarante. Le matériel dysfonctionnait et le manque d'expérience de l'équipe n'a fait qu'empirer les choses. Ils ont multiplié les essais. Leurs erreurs, cependant, ont donné à l'émission un aspect très original et unique. L'émission a également captivé les téléspectateurs, impatients de connaître le dénouement. Durant cette saison, l'équipe a élaboré un projet d'exploitation minière à ciel ouvert près de Porcupine Creek. Malgré l'ambition initiale, ce projet a été contrarié par la suite. Pendant ce temps, Jack Hoffman recherchait une ancienne cascade dans laquelle il espérait trouver un important gisement de pépites d'or. Pour sa défense, l'équipe décida d'abandonner ses ambitions et son plan initial. À mi-saison, le propriétaire de la concession, Earl Foster, envoya Dakota Fred, un mineur expérimenté, sur le site afin d'en améliorer l'efficacité. Malgré leurs efforts héroïques en fin de saison, l'équipe n'a pas réussi à trouver son rythme et à couvrir ses frais. À la fin de la saison, elle avait récupéré 14,691 d'or. C'était une grande satisfaction pour eux, même s'ils n'avaient pas encore atteint leur objectif. Après la fin de la première saison, la série a continué avec une deuxième saison. Cette dernière a été rebaptisée Gold Rush. L'épisode commence avec Todd qui n'a pas payé son loyer pour Porcupine Creek. Pendant ce temps, Dakota Fred Hurt rachète la concession minière à Earl Foster, qui n'a pas eu à honorer le bail en raison du retard de paiement. La saison explore la nouvelle mine de l'équipe Hoffman à Quartz Creek, dans la région du Klondike, près de Dawson City, au Yukon, au Canada. L'exploitation de Dakota Fred sur le site de l'ancienne mine Hoffman, à Porcupine Creek, a également été révélée. La situation est devenue particulièrement intéressante lorsque Parker Schnabel a décidé d'exploiter la propriété de son grand-père à la mine Big Nugget. Tous étaient impatients de voir comment il allait s'y prendre.
Pendant ce temps, Dakota Fred se concentrait sur son projet d'agrandissement de la mine Hoffman. Au début de la saison, il remplace tout l'équipement d'origine par un système d'exploitation différent. On l'appelait un décompacteur. Il l'utilisait pour tenter de traiter la terre plus efficacement que l'équipe de Hoffman. L'émission a continué et la 3e saison a débuté en octobre 2012. Plus tard, l'équipe d'Hoffman retourna au Klondike pour exploiter à nouveau le gisement de Quartz Creek. Cette fois-ci, Hoffman décida de procéder différemment et fit venir des renforts pour travailler simultanément sur un autre gisement de la région. Il subissait de lourdes pertes et souhaitait redresser la situation. Malheureusement, la saison ne lui a pas été favorable. Les téléspectateurs ont pu constater les difficultés rencontrées par Hoffman, confronté à des retards et des problèmes de matériel sur son site. La situation était si critique qu'il a finalement décidé de rejoindre l'équipe de Dave Turin à Indian River. Parker Schnabel retourna sur le site de la mine Big Nugget avec du matériel plus imposant et plus performant. Pendant ce temps, Dakota Fred Hurt et son équipe, blessée, durent retourner sur le site de Porcupine Creek. L'équipe de Dave Turin, quant à elle, parvint à extraire 803 onces d'or, une opération qui se déroula sans encombre. Grâce à cela, ils ont pu gagner plus de 1,28 million de dollars. Chose incroyable. C'était plus que ce que Dave Turin avait prédit lorsqu'il avait été interrogé par le producteur exécutif lors de l'émission Debriefing de la saison 2. Parker, quant à lui, se débrouillait très bien. Il a pu extraire 192 onces. Dakota Fred en a également extrait 163. Cela représentait une valeur de plus de 250 $0 pour chaque quantité. Ce fut un immense succès comparé à la première saison, où aucune équipe n'avait récupéré plus de 50 onces d'or. L'émission a continué et a conquis le public. Que pensez-vous de Tony Beats? Après avoir vu cette vidéo, le respectez-vous davantage? Que pensez-vous de la ruée vers l'or? Cette émission de télé-réalité vaut-elle le coup? Partagez vos impressions dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner à la chaîne. Avant de partir, regardez les autres vidéos affichées à l'écran.